Peut-être qu'il y en a qui connaissent. Donc l'AGFI, c'est principalement connu pour être un journal financier. Alors on peut se demander pourquoi est-ce qu'un journal financier est partenaire d'une journée à destination des PME. C'est parce qu'on est aussi un journal économique et on parle de toutes les entreprises, donc des multinationales aux PME. On essaye de relayer l'actualité de toutes les entreprises de Suisse romande. Du coup, au Numeric Games Festival, on nous a demandé un petit peu notre expertise pour sélectionner des entreprises, notamment des startups, dont le business model s'appuie sur l'intelligence artificielle. Alors, ça n'a pas été très difficile parce que j'écris beaucoup sur les technologies et donc les 3 entreprises qui vont pitcher maintenant devant vous, ce sont des entreprises sur lesquelles j'avais déjà écrit ou alors que j'avais déjà croisé à des événements. Donc ça a été pas très compliqué de les sélectionner. Ce sont 3 startups très jeunes. Je pense que la plus vieille, c'est Visium et elle va fêter ses 2 ans au mois de novembre. Donc vraiment des projets très récents dans des activités différentes, mais dont le modèle repose sur l'intelligence artificielle. Alors, je vais les introduire une par une, mais je vous demanderai de garder vos questions pour la fin. Donc à la fin, on fera remonter les 3 intervenants, et comme ça, on fera des questions groupées, branchées start-up. Alors, pour la première, donc c'est DeepCube, et l'intervenant, c'est Christophe Patrice de Broé. Donc, bonjour à tous. Voilà. Alors, je l'introduis en deux mots parce qu'il va faire sa présentation lui-même. Mais en gros, DeepCube, c'est vraiment dans l'intelligence artificielle qui bouleverse complètement la santé, qui va aider les médecins à faire des diagnostics qui seront non seulement beaucoup plus rapides, mais également beaucoup plus précis. Alors voilà. Oui, merci Patrice Debro, donc DeepCube. J'ai créé DeepCube pour utiliser intelligemment les données avec les algorithmes et permettre de solutionner un certain nombre de difficultés techniques que nous avons sur le diagnostic des maladies, notamment aujourd'hui sur des croisements qui peuvent se faire entre la génétique et l'imagerie médicale, mais aussi sur l'imagerie médicale pure ou la vidéo médicale pure. Et ce que je vais vous présenter, c'est une des premières applications. On a fait une dizaine d'applications, une dizaine de modèles en intelligence artificielle depuis 1 an et demi. Et je vais vous présenter une des applications qu'on a faites sur le cancer de la peau, qui est une application temps réel. Hello, I'm Chris, the CEO of DeepCube. We do AI diagnostic for the healthcare. With our embedded AI skin cancer, we will focus on the detection of the cutaneous melanoma, which is melanoma that first develops in the skin. Let me show you an example of real-time skin cancer detection. We want to look at a mole or beauty mark on my skin and to test to know if it is a skin cancer with melanoma or a nevus. In this example, you can see that the image on top is showing the highlighted suspicious area. It's dynamic highlighting of suspicious area. And then, if you look at the bar chart below, we show the result with a dynamic classification in multiple class in real time using the deep learning. This is an AI prototype built in less than 7 days at the Swiss Biopod. At DeepCube, we provide you with AI and disruptive embedded AI for cancer detection in real time, like the skin cancer. Thank you for your attention. Alors je complète un petit peu ce qui était dit sur Joshua Bancho avec les millions de données. Là, le modèle qu'on a conçu en temps réel, on a utilisé simplement 12 000 images pour ce premier modèle, qui est un modèle qui est quand même en 7 classes. C'est-à-dire que sur chacune des classes, on a une homogénéité au niveau du learning et on est capable de faire un modèle temps réel. Mais je vais vous présenter la version 2 de ce modèle qu'on vient de faire il y a quelques jours, qui maintenant est adapté à la fois sur une vision extrêmement poussée qui vient de l'EPFL, donc en optoélectronique,
et une analyse qui va jusqu'à 99,99% au niveau de la sensitivity, de la détection des cancers et des non-cancers au niveau des maladies dans la classification. C'est la deuxième vidéo. Ah, attends, je suis déjà passé. On l'a pas vu. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est un outil optoélectronique que l'on va connecter en temps réel avec un modèle d'AI sur un laptop. Et donc, on interface simplement le signal du microscope. Le microscope grossit à peu près 600 fois et il permet de voir ce qui se passe sur la peau. Et vous voyez que sur la peau, là, ici, on analyse par exemple un grain de beauté pour savoir si c'est un mélanome ou un non-mélanome au niveau des cancers ou si c'est simplement un grain de beauté. Et on arrive en temps réel à reconnaître à plus de 99% la maladie qui est représentée sur la peau en temps réel à partir de la microscopie. Donc, on est créé depuis 1 an et demi au Biopôle. On est des pionniers dans l'intelligence artificielle. Les personnes qui travaillent chez nous sont des personnes qui ont commencé en 2012, au tout début du deep learning. Donc, évidemment, elles ont gagné des compétitions comme le CVPR, comme le MEC ou comme Kaggle. Et récemment, on a gagné au Shanghai CES Asia 2019, qui est le plus grand salon du monde des technologies, la compétition avec les startups en lice. On a une équipe également médicale qui nous soutient sur ce premier projet concernant la peau et les maladies de la peau. Nous sommes une équipe de 4 personnes. Bon, on a commencé avec 5 investisseurs suisses qui nous ont fait confiance et qui nous ont donné un demi-million pour faire de la recherche avec l'intelligence artificielle sur les maladies et offrir des solutions sur aussi bien des maladies neurologiques, des maladies oncologiques, mais également des maladies ophtalmologiques. On a aujourd'hui une série A en cours, donc là on monte à peu près 3 millions de francs suisses, et on est sur également une activité de recherche de partenariat avec les hôpitaux publics. On travaille sur 15 hôpitaux publics aujourd'hui dans les collaborations. Et on envisage de travailler l'année prochaine sur 100 hôpitaux au niveau des collaborations sur les données. Là encore, on n'a pas nécessairement besoin de grandes quantités de données. Hein. En imagerie cellulaire, par exemple, chaque image fait 100 mégabytes. Sur les nouveaux systèmes d'imagerie, il nous faut 10 images pour arriver à 90% de sensitivity. Donc on n'a vraiment pas besoin de beaucoup d'images. Si on travaille en imagerie PET, par exemple, c'est des images qui font 300 kilooctets, on est capable, évidemment, avec une série de 1000 images, d'atteindre des résultats de 97%, sans aucun problème. Donc aujourd'hui, ça a beaucoup changé, le deep learning, les algorithmes sont devenus extrêmement performants et la qualité des ingénieurs qui travaillent depuis longtemps sur la modélisation mathématique nous permet d'avancer rapidement sur des modèles que l'on construit en 2 jours. 2 jours, 200 lignes de Python, un peu de CUDA, un peu de PyTorch ou un peu de TensorFlow, et on avance extrêmement vite. Donc, mais ce n'est pas une question d'avancer vite pour avancer vite, c'est simplement que les personnes qui modélisent sont au summum de leur art, parce que ce sont les gagnants des compétitions mondiales. Et donc, ils ne vont pas inventer du code comme ça, ils le font parce qu'ils ont la modélisation mathématique et l'expérience des modèles, avec une vingtaine de modèles chacun dans leur réalisation, sur de l'imagerie médicale, bien entendu. Donc là, aujourd'hui, on a prévu une expansion en Europe et en Chine. On règle essentiellement 2 problèmes en AI médical. Le problème des erreurs de diagnostic et, d'autre part, le problème du temps. Les erreurs de diagnostic, on envoie par exemple beaucoup de patients chez des spécialistes, alors que ce n'est pas nécessaire. Pour les grains de beauté, par exemple, on procède à beaucoup de biopsies, on fait une extraction de tissu, on l'envoie à un laboratoire, alors que ce n'est pas nécessairement quelque chose d'utile. Et toute cette question de l'utilité de la médecine, à quoi ça sert? Ça sert vraiment déjà au départ à trier les patients, ceux qui ont la maladie et ceux qui ne l'ont pas. Et s'occuper bien entendu de ceux qui ont
des maladies comme les cancers, et essayer de régler ces maladies-là, voire même inventer des médicaments pour demain, ce qu'on est en train de faire sur Alzheimer, lorsqu'il n'existe aucun traitement. Alzheimer ou Parkinson, on connaît 2 ou 3% de ce qui se passe dans le cerveau, mais on n'est pas capable réellement aujourd'hui de guérir. On a des retardateurs, on a des stabilisateurs, mais personne. Il y a beaucoup de sociétés d'ailleurs en pharma qui ont abandonné totalement ce challenge. Et nous, en AI, on peut le reprendre. Parce qu'en croisant des imageries PET du cerveau, avec les 2 hémisphères, et des fichiers de génétique, on est capable d'identifier exactement, précisément, quels sont les marqueurs dans le cerveau, et à partir de ces marqueurs, de donner ça à des chimistes pour nous faire les médicaments du futur, qui vont être les médicaments de Parkinson et d'Alzheimer. Donc l'AI change la donne, parce que grâce à l'AI, on peut ouvrir un système beaucoup plus intelligent dans la connaissance, qui est un système de connaissances croisées. Ce n'est pas de la connaissance mono-domaine, c'est de la connaissance multidomaine. Et n'oubliez pas, on ouvre un domaine très important. Si vous comparez par exemple l'intelligence d'un docteur qui a fait 150 000 radiographies en radiologie, ou d'un docteur en dermato-oncologie qui a fait 100 000 images, vous allez comparer ça, par exemple, à un système sur lequel on va mettre l'intelligence de 400 docteurs qui vont représenter, au lieu de représenter 40 ans d'expérience, 16 000 années d'expérience. Et la matrice que l'on construit, qui est simplement une matrice avec des 0 et des 1, cette matrice, elle a une taille infinie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est limité, bien entendu, par la puissance de calcul, par la taille du stockage et par les capacités mémoire. Mais, mathématiquement, il n'y a aucune limite. C'est-à-dire qu'on peut construire une intelligence collective qui n'a aucune limite. Et ça, c'est très très beau, parce que ça nous permet d'ouvrir réellement le monde sur un autre monde. Et vous commencez à comprendre que les matrices, aujourd'hui, par exemple, ce qu'on fait sur le skin, on a une performance de 13% meilleure que n'importe quel professeur, docteur en dermato-oncologie. Je vais expliquer, je vais revenir sur ces statistiques. Et le temps réel, aujourd'hui, au lieu de faire 20 minutes d'analyse, ou 40 minutes, ou 2 jours d'analyse dans un laboratoire, vous avez immédiatement l'information. Là, ce sont des études qui viennent de la plus grande société d'oncologie au monde, qui a fait un rapport l'année dernière, et qui dit simplement que l'AI est bien meilleure que les dermatos aujourd'hui sur le skin cancer. Et c'est une étude qui a comparé 58 dermatologistes internationaux qui ont été battus par l'intelligence artificielle. On a beaucoup de misdiagnoses sur l'AI, environ 13% sur les mélanomes et environ donc 36% sur les non-mélanomes. Et on a beaucoup, évidemment, de morts avec les mélanomes. C'est ce qui fait que c'est intéressant. Donc là, j'ai présenté tout à l'heure cette solution. On a une classification actuellement en 7 classes. On va l'étendre à environ une vingtaine de classes. On prévoit un chiffre d'affaires de 35 millions dans les 5 ans qui viennent, avec essentiellement les médecins généralistes et dermato-oncologistes comme étant nos clients. Et on est supporté aujourd'hui par un certain nombre d'institutions au niveau international, au niveau suisse et même aux États-Unis et au Brésil, qui comprennent l'intérêt de l'intelligence artificielle médicale. On a gagné donc cet award il n'y a pas longtemps. On est toujours donc dans notre série pour des recherches d'investisseurs et on va également procéder à une acquisition d'une start-up de l'EPFL donc très prochainement dans les 3 mois qui viennent. Voilà, je vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir. Je recrute également des ingénieurs en intelligence artificielle qui connaissent le deep learning, évidemment. Et nous sommes ouverts à toute discussion sur le sujet, l'objectif étant d'améliorer la médecine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, donc, à nouveau, je vais juste faire la petite introduction de notre prochaine start-up. Donc, la prochaine start-up s'appelle Logmind. Elle est basée à Renan. La toute première fois que j'ai dû écrire sur cette start-up, ça a été très compliqué pour moi parce que c'était très poussé en informatique et voilà, ça a été un vrai casse-tête de bien comprendre ce que cette start-up faisait. Donc, si je résume en 2-3 mots, c'est une start-up qui arrive à prédire les pannes informatiques avant même qu'elles arrivent grâce à un outil d'analyse de logs. Alors donc, je vais appeler Ketevani Zaridze, qui va présenter son projet.
Bonjour à tous. Hello, everyone. It's my great pleasure and honor to be here and to present you today at LogMind. I'm sorry I have to present you today in English because my French is still quite poor. So LogMind is a young startup company from EPFL where we develop log data analytics platform for DevOps and IT operations teams from large organizations to help them to automate the log data analytics process that is generated from their complex IT infrastructure. So before I talk about logs, right? So I would like to start with the importance of digital transformation. And I would like to bring you two very important facts, and quite scary as well. The first fact is that the failure to achieve the digital change was number one reason why more than half of Fortune 500 companies have disappeared since 2000. And second, even more scary fact is that digital disruption is going to wipe out about 40% of large organizations in the next 10 years. So this means that companies have a lot to lose, or they can gain a lot and they can be 25–30% more productive if they will be able to be successful in this digital change. And things are changing very fast when we think about the evolution of IT. So before we had these monolithic applications, maybe in one geographical region, and we had mostly like closed source systems and PC-centric applications, right? And it was pretty easy and straightforward to manage all this IT infrastructure. But now we're moving from this monolithic to microservice architecture, where things are spread across different geographical locations and the regions, and now we're moving from PC-centric to mobile-first, to closed source, to the open source, right? And also we have more users. And our users' expectation about the availability and the performance could not be higher because they use Amazon, they use Google, which is basically up 24/7. And they expect the same availability from our systems. And it's extremely hard for IT teams to keep up this demand and to maintain their existing IT infrastructure and to be able to deliver something new. And that's where we need some more innovation to be able to use more machine learning and artificial intelligence technologies to be able to automate all these manual processes that has been done today, and to be able to handle this exponentially growing complexity, which never gonna come back again and never gonna shrink, right? And IT teams can really focus on more innovation and to really do the value-added work. So, and the big data analytics is one of the biggest challenge at the moment, and particularly analyzing unstructured machine data, unstructured log data. So, to give you an idea, what are logs, right? What are log data? So, when you booked your train ticket to come here, or when you buy your favorite coffee online, so application components behind that generates lots of unstructured machine data. This machine data is usually saved into log files and records all the important events. And these logs are very, very useful for IT operations and DevOps teams to troubleshoot and fix problems into their applications. And so to give an idea, this is about 5 billion log entries produced every single day from enterprise-level organization. And now we can imagine what it means to manually look through these 5 million events every single day. And these IT people have extremely big challenge to understand these logs because current analytics solutions are extremely, very, very manual, based on some rules, manual approaches, and they spend about 40% of their time to manually investigate these logs. So what we do at LogMind? At LogMind, we have developed the log data analytics platform based on AI that can take this massive amount of unstructured logs that are generated from different components of our applications. And by using advanced machine learning and deep learning methods, and plus using the power of public knowledge information,
Our software can learn the behavior of the data and notify the IT user instantly about their issues into their applications, so that they can be able to detect all these critical errors in advance, so that their users will not suffer anymore. And so the key benefits is that we can really improve IT team efficiency and productivity, because they will be able to spend less time to detect all this critical information, and they can also improve the uptime of the digital platforms, and with that, at the end, they can really improve the customer and employee experience. So in terms of the competition, so existing log analytics solutions can be considered our competitors, but these tools are using manual and reactive approaches. So those tools are really great to manually define all kinds of alerts, to create some kind of dashboards, but very often we don't know what to search for. We don't know what problem we have in advance. We don't know sometimes in advance that we're going to have a problem in, I don't know, in next few hours. And we cannot also not watch these dashboards 24 hours, right? And this approach is really not efficient. And that's where we come handy, as our automatic AI-based insights are fully automatic and doesn't require any kind of pre-configuration by the user. And we also provide recommendations for them, which is also automatic. So our targeted clients are, as I told you, IT operations and DevOps teams, mostly from large organizations. And these organizations can be from different industries, such as insurance companies, information technology, banking sector, and so on. So we've done several pilots already, and we are negotiating with large companies from the region, such as Nestle, such as Kudalski Security, and others like that. So in terms of market size, well, this is a little bit boring slide, but the important number here is that IT operations and DevOps analytics market size only in Europe is 5.8 billion. Which is really huge. And if you take medium-large size organizations in Europe, we can count about more than 36,000 companies. And this means that the European market for us, it's enough, right? And in terms of the business model, so we charge customers monthly or yearly based on a number of data sources. And pricing starts, so monthly price per source starts from 1 Swiss franc per month to up to 2.5 Swiss francs, which is about 90,000 Swiss francs per the deployment per year. Well, this is the LogMind team. So I have a strong software engineering and data science background. I was I did my master's in computer science at EPFL and recently worked at CERN. So we have 2 more engineers, data scientists from EPFL, and 3 more lead software engineers, software architects who are working on a software part of our solution. So thank you very much. So enjoy the evening. Merci. Alors, la troisième et dernière start-up que je vais vous présenter est née à l'EPFL, mais elle a déjà déployé pas une succursale, mais en tout cas une succursale à Zurich. Elle recrute beaucoup d'ingénieurs et elle crée son business model basé sur l'AI, c'est de créer des modèles d'intelligence artificielle à la carte. Donc pour d'autres entreprises, elle va aider les entreprises qui le souhaitent à créer leur propre modèle d'intelligence artificielle pour répondre à leurs besoins, de l'idéation jusqu'au déploiement en passant par le développement, etc. Donc, pour présenter Visium, voici Timon Zimmermann. Ouais, ça a l'air de fonctionner. Parfait.
Merci beaucoup. Merci beaucoup Sophie pour cette introduction. Donc, je m'appelle Timon Zimmerman et je vais vous présenter Visium, une entreprise de développement de solutions customisées en intelligence artificielle et en machine learning basée à l'EPFL principalement. Donc, rapidement à propos de moi, donc, je suis cofondateur et CTO de l'entreprise. J'ai un background en informatique, ingénierie de l'EPFL, j'ai fait un CFC en informaticien et j'ai diverses expériences en recherche en machine learning principalement et un peu de consulting aussi à côté des études et à la fin de mes études. Donc, notre mission à Visium, la mission qu'on s'est donnée, c'est de démocratiser l'accès à l'intelligence artificielle pour le bien de la société et de l'industrie. On a créé l'entreprise principalement suite après avoir remarqué en fait la différence qu'il y avait d'adoption entre les grosses entreprises type GAFA, Facebook, Amazon, Google, etc. et le reste de l'industrie. Et que le gap, l'écart n'arrêtait pas de s'agrandir et que ça pourrait devenir un problème économique majeur pour tout le reste de l'industrie qui ne sont pas des sociétés qui sont basées sur l'IT à la base. Donc ça, c'est notre mission qu'on s'est donnée chez Visium. Donc je pense que la meilleure façon de vous donner une idée de comment on essaie d'achever ce goal et cet objectif, c'est à travers notre processus de collaboration qu'on a avec nos clients. Donc on a une première phase d'idéation où le but, en fait, c'est peut-être d'éclaircir un peu les esprits, de mieux définir ce qui est de la science-fiction et ce qui est vraiment faisable avec du machine learning et de l'IA. Parce que souvent, disons que la frontière est un peu floue dans la tête du grand public. Et à partir de là, on essaie de trouver des use cases, c'est-à-dire de trouver des problèmes concrets business et de le lier à des données disponibles dans l'entreprise, des données de vente, des données d'inventaire, des données d'opération, de manufacture, etc. Et une fois qu'on fait le lien entre les deux, entre des challenges et des données, en général, on a un use case potentiel intéressant. Ensuite, on a une phase d'exploration, on se retrousse les manches et on regarde qu'est-ce qui est faisable, on regarde de prime abord la qualité des données et la puissance prédictive qu'il y a à l'intérieur de ces données, avec des techniques statistiques assez standards. Ensuite, on a la partie de développement à proprement parler de l'intelligence, du machine learning et de l'IA, principalement basée sur ce qu'on a extrait de cette exploration et les insights qu'on a gagnés grâce à cette exploration de la phase 2. Ensuite, on a la phase numéro 4, très très importante. C'est en général ce qui fait la grosse différence entre une IA qui va rester un petit jouet ou qui va devenir un vrai produit utilisé par un utilisateur final. C'est la phase de déploiement d'intégration. Donc en général, on package le produit et notre modèle de différentes façons. On essaie de s'adapter encore, on fait des solutions customisées. Donc ça peut être un plugin pour SAP, pour un ERP, ça peut être une application web, ça peut être une petite application Android. Le but, c'est qu'à la fin, notre outil soit utilisé et que ça ne reste pas dans un tiroir. Et finalement, on a la phase de scaling. En général, c'est ajouter des nouveaux features, donc un scaling vertical, ou le déployer à plus grande échelle, géographiquement ou à travers les départements, un scaling plus horizontal. Donc, le commencement de Visium, on a eu l'idée en novembre 2017 avec mon cofondateur et moi, de créer une société en machine learning pour les raisons que j'ai mentionnées précédemment. On a créé en février, quelques mois après, une société non collectif, ce qui n'était pas forcément, disons, la meilleure des idées d'un point de vue des dommages et intérêts qu'on pouvait causer, etc. En général, c'est plutôt fait pour des personnes qui vont aller faire du jardinage ou peindre un bâtiment. Et nous, on traitait avec des données assez confidentielles, donc c'était assez risqué. Je recommencerai probablement pas la même chose. En mars 2018, on a un nouveau partenaire qui rejoint l'aventure, Mathéo. On est 3 dorénavant à cette date-là. Et on signe nos premiers contrats avec un client, un petit contrat avec une petite entreprise de Genève, mais un premier contrat néanmoins. Donc on était très contents, après si peu de temps en activité, disons, officiellement d'un point de vue légal, statut légal, d'avoir déjà un client. Les contrats s'enchaînent, on a 2, 3, 4, 5 contrats, on décide de créer une société anonyme pour pallier à ces problèmes justement de dommages et intérêts et tout ce qui pourrait en suivre. Donc on crée une société anonyme en mai 2018. En juin 2018, on a nos premiers bureaux à l'Innovation Park, vous avez une photo ici. Donc c'était des tout petits bureaux de 22 mètres carrés. On était à l'époque 4-5 personnes full-time, et avec les gens qui faisaient des stages ou du part-time, on était une dizaine dans cette petite salle de 22 mètres carrés. Donc je peux vous dire que c'était un été où il a fait plutôt chaud. C'était pas très très agréable, mais c'est des bons souvenirs quand on s'en rappelle maintenant. Ensuite, en septembre 2018, on a acquéri des plus grands bureaux, 70 mètres carrés, toujours à l'Innovation Park. L'équipe grandit un petit peu. Après l'été, on a eu beaucoup de projets durant l'été, ça s'est très très bien passé. On a eu beaucoup de projets en follow-up. On a décidé d'agrandir les bureaux pour que ce soit plus agréable et pouvoir recruter potentiellement plus de monde. Depuis septembre 2018, on travaille avec plus de 20 clients en Suisse et à travers le monde, dont plus de 10 font un chiffre d'affaires de plusieurs milliards. Donc on parle de multinationales et des entreprises les plus grandes dans le monde. D'un point de vue recherche, on essaie aussi d'apporter notre pierre à l'édifice. Donc on a signé une roadmap de plus d'une année avec un client pour des projets de recherche en machine learning et en IA, en R&D. Et on envisage la collaboration avec des instituts de recherche comme le CERN ou le CSEM.
Par rapport aux projets qu'on réalise, on touche à tout type d'industrie. On a transformé des industries très variées, en pharmaceutique, en immobilier, en énergie, en sécurité, logistique. En général, si vous me citez une industrie, on aura travaillé dedans, on aura eu un projet. On a plus de 20 personnes maintenant qui travaillent autour de Visium et qui font son succès au quotidien. Et on recrute activement chaque mois. On a 1 ou 2 personnes qui nous rejoignent. Ce qui nous a amené, il y a 2-3 semaines, à déménager dans des encore plus grands bureaux de 200 mètres carrés fin juillet de cette année. Et je vois déjà le prochain déménagement pointer à l'horizon parce qu'on les remplit assez vite actuellement. Donc, c'est toujours à l'Innovation Park à Lausanne. On a aussi, comme Sophie l'a mentionné, des bureaux à Zurich qu'on a ouverts au Technopark, qui est l'équivalent de l'Innovation Park pour le EPFZ, qui vont ouvrir en novembre des plus grands bureaux de 70 mètres carrés là-bas. On aimerait aussi s'étendre un peu sur la région suisse-alémanique pour éviter de faire les trajets tout le temps qu'on a des meetings clients. Donc, notre équipe, comme je l'ai dit, principalement des ingénieurs de l'EPFL et de l'ETH. Cette photo date d'avril, donc il y a probablement d'autres personnes qui se sont ajoutées, des personnes qui sont parties de l'entreprise. Il faudrait appeler le photographe chaque jour si on voulait avoir une photo à jour, donc on le fait tous les 6 mois. On a des backgrounds très, très interdisciplinaires et je pense que ça rejoint pas mal de discussions qu'il y a eu déjà et des talks qu'il y a eu aujourd'hui. L'IA touche tous les domaines et du coup on recrute dans tous les domaines. Le dénominateur commun de nos ingénieurs, c'est qu'ils ont appliqué le machine learning à leur industrie, que ce soit la neuroscience, le génie civil, l'ingénierie électrique. Et toutes ces personnes mises ensemble autour d'un problème, en général, ça apporte des solutions très innovantes et assez nouvelles pour regarder un problème à travers un nouveau prisme. Donc, quelques articles de presse qu'on a eus sur ces dernières années, dans la GFI, Le Temps, on a même été dans les avions EasyJet en janvier 2019 sur la cover, et dans Ticino Management, et on a eu aussi quelques publications avec le CERN et Forbes. Donc, maintenant, pour être assez pragmatique et vous donner 2 exemples de cas concrets, d'études de cas qu'on réalise, et qu'est-ce qu'on réalise pour nos clients pour que ça soit très concret, un peu plus terre à terre. On a fait par exemple dans le retail, pour un grand groupe qui vend beaucoup de produits en B2C, une prévision de besoin d'inventaire. Donc le but c'était de prédire des parts de réapprovisionnement et de précommande en fonction de l'historique de stock. Donc a priori, ça peut être très très intéressant pour quelqu'un par exemple en logistique ou comme ça, pour pouvoir prédire les besoins sur différents horizons. Ça peut être à 12 mois, 6 mois, etc. Donc on a dû consolider beaucoup de données en interne de différents départements. Souvent, les entreprises, elles ont des données un petit peu éparpillées partout. Donc il y a une grosse partie de data engineering au début pour consolider ces données à partir des données de finance, d'opération, de marketing et mettre tout ça ensemble pour améliorer la puissance prédictive de votre algorithme. On a travaillé un peu plus de 2 mois en sprint agile, donc très itératif avec le client. Ça a duré 2 mois et 1 semaine. Et à la fin, on a obtenu un produit qui tient compte des effets de calendrier, de saisonnalité, et qui permet de prédire au niveau des produits et par magasin. Donc on peut stratifier par produit et par zone géographique, ce qui le rend très très intéressant pour avoir une vue à 360 degrés de son inventaire dans le futur. Au final, on a calculé avec le client que ça permettait 16 millions d'économies annuelles, ce petit projet de 2 mois et 1 semaine, pour vous donner un ordre de grandeur de l'impact que ça peut avoir et que des mines d'or qui peuvent dormir dans les entreprises, dans leurs données historiques. Et on a gagné un prix d'innovation au sein du groupe, parce que c'est une boîte de retail qui fait partie d'un grand groupe, et on a gagné le prix d'innovation mondial avec ce projet. Le deuxième use case dont j'aimerais parler, qui est très très différent, mais qui vous montre un peu la panoplie de compétences qu'on a au sein de nos ingénieurs, c'est un système de sécurité sonore. Donc le but, c'était de détecter des sons dangereux et anormaux en environnement urbain, c'est-à-dire des explosions, des cris de personnes, des accidents de voiture et tout ce genre de sons qu'on pourrait qualifier comme alarmants, je dirais. Donc on a dû générer des sons nous-mêmes. Encore une fois, cette vue un peu out of the box, cette façon d'approcher les problèmes pluridisciplinaires. On n'a trouvé pas de banque de sons labellisées disponibles, donc on a créé nos sons nous-mêmes grâce à des banques de sons que vous trouvez en ligne, typiquement pour faire des éditions de films. Vous trouvez des sons de pistolets ou de bombes, et puis on a mis tout ça ensemble, on a utilisé du machine learning pour rendre ces sons plus réalistes, mais on les avait créés nous-mêmes, donc ils étaient labellisés à la base. Ensuite, on a utilisé un modèle de deep learning, donc d'apprentissage profond avec toutes ces données, par réseau de neurones, et on s'est occupé aussi toute la partie du design hardware, du soudage pour le pilote, donc c'est l'image que vous avez au milieu là, des communications à longue portée avec des systèmes IoT. Le but, c'est de le déployer au niveau d'une ville et quand plusieurs détections se font dans un même périmètre, de remonter à l'unité centrale qui pourrait être des autorités locales comme la police par exemple ou l'armée. Donc on s'est occupé aussi de la communication longue portée et de la couche de sécurité et de correction d'erreurs par-dessus cette communication, parce qu'on ne veut pas qu'un petit malin puisse déclencher des alarmes, etc., parce qu'il a découvert les ondes, etc.
Et grâce à cela, notre client, main dans la main, on a gagné le concours d'innovation du CERN. Et le projet, notre client va être incubé au CERN pendant un certain temps et il a reçu un cash prize assez conséquent aussi pour le projet. Voilà. Donc là, c'est une démo qu'on a fait en réel avec les militaires suisses. On a fait exploser 50 kg de TNT pour tester la solution une fois qu'on était satisfait de ce que ça donnait sur l'ordinateur. Il y avait des différences de performance, évidemment, entre ce qu'on avait sur notre ordinateur et dans le cas réel, mais ça fonctionnait plutôt assez bien et c'était une expérience assez cool pour notre équipe. De faire exploser 50 kg de TNT, ça n'arrive pas tous les jours. Merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à prendre contact avec moi si ça vous intéresse d'en savoir plus sur Visium ou si vous cherchez un travail. On recrute activement des personnes en vente et en ingénierie. Donc n'hésitez pas à me contacter. Merci beaucoup.